Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être là aussi nombreux et nombreux avec ces éléments de dehors pour la dernière de 2021 d'Happy Hour sur la question des inégalités. On a voulu aborder cette question pour clôturer l'année, et après je vous parlerai de 2022. Pour clôturer l'année, pourquoi? Parce que si je vous dis que 10% de la population mondiale détient 60% de l'argent sur cette planète. Si je vous dis qu'en France, on compte environ 9 millions de pauvres. Si je vous dis qu'en France, toujours, 10% détient 60% du patrimoine. Je pourrais continuer comme ça voilà, moins de 10%, effectivement. Moins de 10% détient plus de 60% du patrimoine. On va y revenir. Je pourrais vous lister comme ça un nombre de chiffres. Mais faut reconnaître que même si on connaît ces chiffres, c'est comme pour le climat, on se sent un peu démuni. Et on est un peu dans un sentiment de fatalité face à ces inégalités-là. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Et en parallèle de ça, on entend une petite musique depuis quelques mois sur c'est la faute des gens s'ils sont dans cette situation de précarité. Un peu la petite musique qu'on entend depuis quelques mois, voire quelques années. Discours libéral, bien sûr, mais qu'on entend de plus en plus en France. Qu'est-ce qu'on fait au milieu de tout ça, entre cette fatalité et un peu cette surresponsabilisation? Et ce soir, on a voulu aborder pas mal de thématiques. Le revenu, les inégalités liées au revenu, logement, santé, travail, et pour essayer d'éclaircir un peu, et peut-être que vous repartiez, pas forcément avec 15 chiffres ou 20 chiffres en tête, mais des histoires, des anecdotes, et surtout peut-être des solutions. On va voir s'il y en a, des solutions, pour pallier à ces inégalités-là. Parce que spoil, en fait, ces inégalités sont évitables. Et ça, on va le voir pendant cette heure-ci. Vous allez pouvoir aussi poser vos questions. Je vous dirai quand. Et c'est bon, je suis dans le cadre? Tout va bien? Merci TikTok. Et on a la chance, pour répondre à toutes ces questions, d'avoir avec nous ce soir Anne Brunner. Bonsoir Anne, vous êtes directrice d'études à l'Observatoire des inégalités. Vous avez forcément entendu parler de l'Observatoire des inégalités. Vous avez forcément lu des chiffres qui provenaient de l'Observatoire des inégalités. Et Pierre Madec, bonsoir Pierre, vous êtes économiste à l'OFCE, qui en gros est le centre de recherche en économie de Sciences Po. Merci beaucoup d'être parmi nous ce soir. On va débuter tout de suite avec les inégalités de revenus. Voilà, avec vous Anne, sur une question très simple. Qu'est-ce qu'on entend par, on entend beaucoup inégalité de revenus, mais qu'est-ce qu'on met derrière inégalité de revenus? Est-ce que c'est que le revenu salarié? Est-ce qu'on met également le loyer dedans? Voilà, qu'en est-il exactement? On peut mesurer de plusieurs façons les revenus. En général, quand on parle d'inégalité, on va regarder ce qu'on appelle le niveau de vie. C'est-à-dire qu'on prend tous les revenus d'un ménage, les revenus du travail, mais aussi les revenus du patrimoine. On y ajoute les prestations sociales qu'on peut toucher. On en retire les impôts, alors uniquement la part d'impôts qu'on va payer directement, principalement les impôts sur le revenu et puis aussi la taxe d'habitation. Et ça donne le revenu disponible du ménage. Mais pour comparer les gens entre eux, pour dire où ils se situent sur l'échelle des revenus et donc commencer à calculer des indicateurs d'inégalité, on rapporte aussi le revenu du ménage au nombre de personnes qui y vivent. En fait, on ne divise pas exactement par le nombre de personnes, on prend ce qu'on appelle une unité de consommation. C'est un concept statistique qui dit qu'en gros, quand on a moins de 14 ans, on a besoin d'un peu... ou quand on est le deuxième adulte d'une famille, on a besoin de moins de revenus pour se comparer à un autre ménage. Un peu comme les impôts, alors ce n'est pas exactement la même clé, mais vont compter le nombre de parts fiscales quand vous faites votre déclaration. Tout ça, en fait, le revenu du ménage, l'ensemble des revenus du ménage dont on a retiré les impôts et qu'on a divisé par le nombre de personnes, grosso modo, du ménage, ça fait un niveau de vie. Et donc le niveau de vie, c'est après impôts, après prestations sociales et pour une personne seule. Ça donne ce qu'on pourrait dire, c'est ça notre indicateur de revenus qui nous intéresse quand on va comparer les gens entre eux et dire où ils se situent, est-ce qu'ils sont riches, est-ce qu'ils sont pauvres. On va pouvoir calculer les écarts entre les uns et les autres et donc avoir des indicateurs qui nous permettent de mesurer les inégalités de revenus et comment elles évoluent. Voilà, et de comparer différentes catégories. Vous pouvez enlever le masque quand vous êtes sur scène. D'accord. C'est pas... Voilà. Voilà qui est fait. Privilège. On va parler des privilèges peut-être ce soir, ça c'en est un privilège, pouvoir enlever le masque.
comment ces inégalités de revenus, s'il y en a, vous allez nous le dire, il y en a, évoluent ces dernières années, maintenant qu'on sait effectivement comment ils sont calculés? Alors on sait de quoi on parle, mais pour répondre à cette question, il faut aussi savoir de quelle période on parle. C'est-à-dire que comment ça évolue, ça dépend si je regarde le très long terme, depuis le début du XXe siècle par exemple, si je regarde depuis les années 70 ou si je regarde depuis avant la crise du Covid par exemple. Ma réponse ne va pas être exactement la même. Alors je peux essayer de vous dresser en quelques mots, sans trop de chiffres, mais quelques grandes tendances. Ce qu'on a vu depuis... alors nos données elles remontent jusqu'aux années 70, mais on sait que ces séries, en fait, on pourrait les remonter sur plusieurs décennies avant, en fait, depuis probablement plusieurs décennies et jusqu'au milieu des années 80, eh bien, il y avait une tendance continue à la diminution des indicateurs d'inégalité de revenus dans notre pays. Ça veut dire que le rapport entre les riches et les pauvres diminuait. Et puis, au milieu des années 80, là, il y a un changement important de cette tendance. C'est cette tendance à la diminution, elle s'arrête. Et ensuite, un peu plus tard, on a vu donc un retournement avec une augmentation des inégalités. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, c'est que depuis 15 ans, ça oscille. Depuis 5 ans, ça s'est plutôt stabilisé à un niveau assez élevé, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout, on n'a pas rattrapé ce qu'on avait perdu dans les années 80-90. On est à un niveau assez élevé. Et puis, alors, si on veut regarder vraiment les toutes dernières années, il semblerait, et vous m'amènerez à le développer si vous souhaitez, que la crise de 2020 n'ait pas fait exploser les indicateurs d'inégalité. Il semblerait que, puisqu'on regarde les revenus après impôts et prestations sociales, après l'argent que l'État verse à ceux qui ont, entre autres, perdu en 2020 leurs revenus pendant le confinement, eh bien, ces indicateurs soient restés assez stables entre 2020 et 2019, donc à un niveau plus élevé qu'au début des années 80. Qu'est-ce qui s'est passé à partir des années 80 pour expliquer ce retournement de situation? Anne ou Pierre, sur cette question peut-être? Si je commence par une réponse assez basique, par les chiffres, peut-être tu compléteras par un point de vue plus global sur l'économie. Il y a eu deux phénomènes. D'abord, il y a eu une augmentation des revenus des plus riches. Et puis ensuite, on a même vu une stagnation, voire même certaines années de déclin des revenus des plus pauvres. Donc les écarts ils se sont beaucoup creusés par une augmentation des revenus des plus riches, mais il y a eu aussi une stagnation des plus pauvres et là, plusieurs phénomènes se cumulent. C'est peut-être là que je peux te passer la parole pour l'explication, mais en particulier, du côté des plus pauvres, je soulignerai l'augmentation du chômage et puis la fragmentation des temps de travail, c'est-à-dire des gens qui travaillent, mais pas toute l'année, pas à temps complet, une augmentation de la précarité dans le travail qui a progressé dans la société et qui crée des revenus très bas. Alors déjà, bonsoir à tous. Je partage évidemment tout ce qui a été dit. Moi, je voudrais juste, peut-être avant, refaire un point sur la mesure. La question a été posée de comment on mesure le niveau de vie, comment on mesure les inégalités. On peut se poser la question comment on mesure la pauvreté, par exemple, parce que Anne a mentionné ce chiffre qui est qu'entre 2019 et 2020, selon les derniers chiffres de l'INSEE, on a un taux de pauvreté qui est resté stable. Si vous vous rappelez, il y a à peu près un an, on entendait des associations, beaucoup d'associations, pointer le fait que la crise sanitaire allait générer 1 million de pauvres en plus. C'était en une du Monde l'année dernière, 1 million de pauvres supplémentaires. Voilà. Donc, quand on voit ça, on se dit, mais comment des associations sérieuses, parce que c'est des associations sérieuses, peuvent dire il y aura à la fin de la crise 1 million de pauvres en plus, et un an plus tard, on arrive avec les chiffres officiels du taux de pauvreté à 0% de variation du taux de pauvreté. Pour comprendre ça, il faut revenir un peu à la mesure du taux de pauvreté. Pour être pauvre aujourd'hui en France, il faut avoir un revenu qui est inférieur à 60% du revenu médian, en niveau de vie évidemment. Et ça, c'est important de comprendre ça. C'est-à-dire que, par exemple, une augmentation importante du niveau de vie médian, en faisant, je sais pas, vous augmentez la prime d'activité, par exemple, ou vous défiscalisez les heures supplémentaires, ça a un impact direct sur le niveau de vie médian. Ça ne touche pas au niveau de vie des ménages les plus pauvres,
et ça augmente le niveau de vie médian. Ça a un effet sur la pauvreté. C'est-à-dire que quand vous êtes pauvre, en réalité, vous n'êtes pas pauvre en absolu, vous êtes forcément pauvre en relatif. Juste éclaircissement là-dessus, c'est quoi les 60%? À quoi ça correspond tous les mois? Et Alors, quand tu dis relatif, c'est-à-dire? C'est-à-dire que vu que le seuil qui sert à calculer le taux de pauvreté et le seuil de pauvreté, c'est un seuil qui dépend du niveau de vie médian, quand vous faites une mesure, donc le niveau de vie médian, c'est celui qui sépare la population en deux, si le ménage qui gagne le niveau de vie médian voit son niveau de vie augmenter, s'il ne se passe rien d'autre, de fait, ça génère plus de pauvres, parce que le seuil de pauvreté dépend de ce niveau de vie médian. Aujourd'hui, pour être pauvre en France, vous êtes une personne seule, il faut gagner un peu moins de 1 000 euros. J'arrondis. Donc c'est 1 000 euros pour une personne seule. Mais il faut savoir que ce seuil et ce taux de pauvreté, il est déterminé sur ce qu'on appelle un champ statistique qui n'est pas exactement nous tous. Enfin, j'espère que c'est nous tous, mais c'est possible que ce ne soit pas le cas. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de gens qui ne sont pas comptés dans ce seuil. Les ménages étudiants, par exemple. Ceux qui sont indépendants de leurs parents ne sont pas comptés dans les statistiques de la pauvreté. Les gens qui, on appelle ça statistiquement, ne vivent pas dans un logement ordinaire. C'est-à-dire que si vous êtes dans une situation d'hébergement, si vous êtes sans abri, si vous n'êtes pas compté dans les statistiques de la pauvreté. Donc, il n'y a pas forcément mon point, c'est de dire qu'il n'y a pas forcément de décalage. Il y en a un, mais ce n'est pas forcément contradictoire de dire d'un côté, de pointer le risque qu'il y a pour tout un tas de gens une situation financière qui se dégrade, et c'est ce que faisaient les associations il y a 1 an, en disant il y a la queue devant les distributions alimentaires, il y a toujours la queue devant les distributions alimentaires, il y a tout un tas de gens qui n'arrivent plus à boucler leur fin de mois, et dire parallèlement à ça, la statistique publique nous dit que le taux de pauvreté ne varie pas, parce qu'il y a ce problème de champ, il y a ce problème de c'est du relatif et pas de l'absolu, il y a aussi le problème que dans le taux de pauvreté, et globalement dans la mesure des inégalités, on ne prend pas du tout en compte la dépense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes une famille nombreuse, par exemple. Pendant le confinement, vous avez dû assumer des repas supplémentaires pour les enfants qui avant étaient à l'école et qui aujourd'hui vivent avec vous. École fermée, pas de cantine. Voilà. Ça veut dire de la dépense supplémentaire. Bon, ça, c'est pas comptabilisé dans le niveau de vie. Si pendant ce temps-là, vous avez votre revenu qui, lui, ne bouge pas, vous n'êtes pas considéré comme plus pauvre qu'avant. En termes de ressenti, par contre, la situation est un peu différente et on peut se retrouver avec des situations de précarité qu'on n'arrive pas à mesurer dans la statistique publique. Donc, mon point, c'est juste de dire qu'il faut faire attention. Évidemment, on a la chance d'avoir un outil statistique en France qui est assez formidable, qui s'appelle l'INSEE, qui produit des statistiques de très grande qualité. Après, ce qu'il faut quand on voit ce genre de chiffres, et ça vaut globalement pour à peu près tous les chiffres qu'on voit, c'est aller regarder en bas des graphiques, regarder sur quel champ on est exactement, de quoi on parle, et le taux de pauvreté, et globalement tous les indicateurs d'inégalité qui existent, sont des indicateurs, et l'INSEE le dit aussi, son directeur général a fait un papier suite à la publication du taux de pauvreté pour expliquer ça, pour expliquer les limites de la mesure statistique quand on mesure les inégalités et la pauvreté. Anne, vous vouliez rajouter un truc ou alors on enchaîne sur comme... Et peut-être juste pour rebondir sur ce qu'a dit Anne, Ouais. parce qu'elle m'a posé une question à laquelle j'ai pas du tout répondu. Oui, parce qu'elle fait les Ce qui questions, me les ressemble réponses. beaucoup. Tu peux en continuer à faire les questions et les réponses, Anne. C'est sympa. Quand on voit en effet l'écart entre en gros les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres en France, on voit que cet écart il s'est plutôt creusé. Il s'est plutôt creusé pourquoi? Mais Anne l'a dit, parce qu'en réalité on a eu un soutien de la politique publique, on a eu un soutien ce qu'on appelle le système socio-fiscal, on a eu un soutien des prestations familiales, notamment il y a eu un plan de pauvreté sous François Hollande il n'y a pas si longtemps que ça, qui a plutôt soutenu le revenu des ménages les plus pauvres, revalorisation du RSA, etc. etc. Je ne rentre pas dans les mesures. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un effondrement du revenu primaire, c'est-à-dire du revenu d'activité des 10% les plus pauvres. Ça s'explique, tu l'as dit, par à la fois la dégradation du marché du travail, en termes d'augmentation, d'accroissement du nombre de chômeurs. Ça s'explique aussi par la précarisation très importante qui a lieu sur le marché du travail, c'est-à-dire en effet l'explosion des contrats courts, l'explosion des contrats à temps partiel, ce genre de choses, qui ont amputé le revenu primaire, donc avant redistribution des ménages les plus modestes. Et aujourd'hui, les ménages des 10% les plus pauvres n'ont toujours pas retrouvé leur niveau de revenu d'avant-crise. Donc il faut être bien conscient de ça, malgré des soutiens publics très importants. Donc on l'entend, un revenu primaire qui baisse, mais un soutien public qui permet quand même
de mettre ces gens dans une grande pauvreté, une grande précarité. Il y a un autre, on continue à avancer sur le sujet, il y a un autre sujet où justement le ressenti compte énormément, c'est le sujet de l'éducation. On entend beaucoup qu'il y a encore énormément d'inégalités dans l'éducation en France aujourd'hui. La France est classée parmi les pays les plus inégalitaires quand on parle d'éducation. Mais ce qu'on voit aussi dans les chiffres, c'est qu'il y a de plus en plus d'enfants qui ont accès aux études supérieures. Est-ce qu'il n'y a pas là une espèce de dichotomie entre ces deux situations? Qu'est-ce qu'il en est? Oui, il y a vraiment des phénomènes paradoxaux. Souvent, quand on parle d'éducation, je parle de mes collègues et moi, on commence par rappeler qu'à la fin des années 70, il y avait 40% des jeunes qui sortaient de l'école en ayant au mieux le brevet, c'est-à-dire un niveau de diplôme très très faible. Aujourd'hui, ce taux, donc 40 ans plus tard, si je ne me trompe pas, il a été divisé par 4, puisque c'est moins de 8%, et puis c'est une courbe qui continue, alors un peu plus lentement maintenant sans doute, mais qui continue de diminuer. Et puis à l'inverse, il y a une proportion de plus en plus importante, ça a été réalisé un peu après les promesses des années 80, mais une proportion un peu plus beaucoup plus importante de jeunes qui atteignent le baccalauréat, et puis donc une partie d'entre eux qui est plus importante aussi, qui entre dans l'enseignement supérieur, et puis pour partie qui en sort diplômée. Donc il y a une massification de l'accès à l'enseignement secondaire supérieur, le lycée, puis aussi à l'enseignement supérieur. Donc plutôt des bonnes nouvelles, a priori, en matière d'inégalité, et puis en matière d'accès à l'éducation, en matière d'accès à une émancipation, parce que accéder au lycée et à l'enseignement supérieur, évidemment, c'est une très bonne nouvelle. Et pourtant, les inégalités, elles persistent. Elles se sont en fait déplacées. Avant, elles partageaient les gens qui continuaient ou pas au collège puis au lycée. Puis aujourd'hui, elles vont départager beaucoup à partir de l'orientation de fin de troisième. Est-ce que quel type de formation on a après la fin de troisième? Et ce qu'on voit, c'est en fait que plus on avance dans l'enseignement, plus la composition sociale de chaque classe change. Pour vous donner quelques éléments, en fait, au collège, tous les enfants vont au collège pratiquement. Donc on a dans les classes de collège à peu près la même proportion d'enfants d'ouvriers et d'enfants de cadres que ce qu'on va trouver dans la population active, puisque tout le monde y va. Donc on va trouver un peu plus d'enfants d'ouvriers que d'enfants de cadres. Et quand on arrive, plus on progresse en fait au lycée, puis à l'université, dans les grandes écoles, en fait, plus on progresse dans les filières d'éducation, plus la part des ouvriers diminue, et plus la part des enfants de cadre progresse. À tel point que, sans parler des très grandes écoles hyper élitistes, je sais pas, Polytechnique, où il n'y a pas d'enfants d'ouvriers. Polytechnique, je crois que c'est plus de 95% qui vient de 4 lycées en France, par exemple, pour donner un ordre d'idée. Voilà, donc évidemment, si on regarde les quelques très grandes écoles hyper élitistes, enfin je dis évidemment, ça n'a rien d'une évidence, mais en tout cas c'est un fait, il y a très très peu, on va y trouver très très peu d'enfants de classes défavorisées. Mais c'est moins connu, même à l'université. Vous vous rappelez, un peu plus d'enfants d'ouvriers, je disais, que d'enfants de cadre au collège. À l'université, il y a 3 fois plus d'enfants de cadre que d'enfants d'ouvriers. Ça veut dire que l'éducation, le système éducatif français, il reste très sélectif. La méritocratie, c'est beaucoup un système aujourd'hui qui en fait se traduit par une sélection sociale. Et les inégalités d'éducation, elles persistent et elles vont avoir un effet très important sur le destin à la fois scolaire et puis ensuite sur l'accès à l'emploi et aux positions sociales. On reparlera du travail. Pierre, là-dessus, il y a une explication. Est-ce que c'est l'école publique qui ne fait pas son travail? Est-ce que c'est les devoirs à la maison? Il y a une envie forte qui est assez présente dans le débat public depuis quelques années maintenant. Ce serait d'opposer les inégalités de revenus ou de patrimoine, celles dont on a parlé juste avant, à ce qu'on appelle les inégalités de destin. Et il y a tout un tas de responsables politiques qui disent en fait le problème, ce n'est pas les inégalités de revenus, ce n'est pas la pauvreté le problème, c'est les inégalités de destin.
une illustration. Alors, ce n'est pas du tout une attaque contre qui que ce soit. Hein, donc, je ne sais pas qui nous regarde sur TikTok. Ne vous sentez pas visé. Mais dans le plan de lutte contre la pauvreté qui a été mis en place sous ce quinquennat-là, il y avait par exemple le petit déjeuner gratuit à l'école ou le dédoublement des classes. Donc il faut comprendre un peu la logique. C'est-à-dire que c'est un plan de lutte contre la pauvreté. Est-ce qu'en offrant le petit déjeuner à l'école ou en dédoublant des classes, on lutte contre la pauvreté? On lutte contre les conséquences de la pauvreté. Mais on ne lutte pas contre la pauvreté. On lutte contre la pauvreté en augmentant les prestations familiales et en permettant à toutes les familles de payer le petit déj à ses enfants. Mais donc, il y a toujours cette opposition entre... En fait, le problème, c'est les inégalités de destin, c'est pas... Et donc, on va s'attaquer aux conséquences, en réalité, de la pauvreté plutôt qu'aux causes. C'était juste un point comme ça. Mais une fois de plus, que personne ne se sente attaqué. Restons là-dessus. On les oppose. Et c'est quoi votre avis sur le sujet? Est-ce que le fait d'avoir 15 élèves par classe, par exemple, dans des zones de politique de la ville prioritaire, par exemple, est-ce que c'est pas une bonne nouvelle? Non, mais évidemment que c'est une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est de dire... Il n'y a pas de problème de pauvreté en France, c'est un problème d'inégalité de destin. Et donc on s'attaque aux conséquences et pas aux causes. Si on s'attaque aux deux en même temps, il n'y a pas de problème. Si on dédouble les classes et qu'à côté de ça, on augmente les prestations familiales d'un certain nombre de familles, bon, pourquoi pas. Là, le truc, c'est qu'on a tendance à opposer les deux. Et si vous écoutez bien le discours politique, pas de tout le monde, mais de certains, c'est un discours politique qui vend ça, qui vend la méritocratie, qui vend l'égalité des chances, qui vend tout ça. Mais derrière ça, il y a quand même un problème qui est que on ne lutte pas suffisamment contre les inégalités dont on a parlé dans la partie juste avant. Une fois on pourrait très bien dire, on va d'abord régler les inégalités qui sont réglables assez facilement. Je ne spoile pas la fin, mais il y a un certain nombre d'inégalités qui sont évitables avec un peu d'argent public. Mais je ne spoile pas la fin. On n'a pas du tout préparé. C'est ceux qui s'en iront avant la fin parce qu'on a commencé en retard. Mais donc il y a un certain nombre de choses qui sont faciles à régler. Les inégalités des chances, elles sont plus complexes à régler. C'est des investissements de long terme. Il faut évidemment investir dans l'école. Il faut évidemment faire quelque chose sur le revenu des enseignants. Est-ce qu'il faut doubler leur revenu? Je ne sais pas, mais en tout cas, il faut faire quelque chose. Il faut mettre plus de profs, il faut mettre des dépenses dans l'éducation nationale, mais il faut aussi aider les parents à payer le petit déjeuner à leurs enfants. Sauf à penser que, comme l'allocation de rentrée scolaire, l'argent qu'on donnerait en prestations familiales servirait à autre chose que d'aller aux enfants. Certains le pensent. Mais en tout cas, c'est juste ce point sur l'opposition entre les deux qui, à mon avis, n'a pas lieu d'être. Et il faut mener les deux combats de front, ensemble, de façon complémentaire. Tu voulais dire quelque chose avant? Vas-y, Anne. Je suis tout à fait d'accord avec l'idée de ne pas opposer les deux. Quand on oppose l'un à l'autre, c'est souvent qu'il y a un loup. Je pense que tu l'as assez bien expliqué. Pas abandonner non plus l'idée qu'à l'école, que c'est le rôle de l'école d'essayer de résoudre ces inégalités sociales, qu'elle y peut beaucoup. Peut-être une petite digression sur cette question du dédoublement. Enfin, c'est pas vraiment une digression, mais c'est pour apporter un autre éclairage sur le dédoublement des classes de CP et CE1 dans les réseaux d'éducation prioritaire. C'est un moyen, en effet, de donner plus de moyens à l'école primaire en particulier, qui en a besoin. Il faut quand même se rappeler qu'il y a 3 enfants de milieux défavorisés sur 4 qui ne vont pas à l'école dans ces écoles-là. Donc ce sont des écoles où il y a des difficultés sociales très importantes, mais les difficultés sociales, en fait, elles existent un peu partout dans la société. Donc, il nous semble que annoncer des mesures comme ça qui sont évidemment très positives et puis dire qu'avec ça, on a fini de régler la question des inégalités sociales et de destin, ben, on est encore très loin du compte et qu'en fait, c'est toute la conception de l'école. Quel est l'objectif qu'on lui assigne finalement? Est-ce que c'est de sélectionner les meilleurs élèves qui vont arriver dans les plus grandes écoles dont on parlait tout à l'heure? Ou est-ce que c'est de se préoccuper du sort des élèves d'origine les plus modestes qui vont, c'est vrai, rencontrer des difficultés matérielles, peut-être avoir pas une chambre à eux pour travailler, peut-être pas des parents capables de les aider, ou surtout les aiguiller dans les méandres de l'orientation scolaire. Donc il y a besoin de plus de moyens et surtout de se préoccuper dans la manière dont on fait l'école, d'en faire pas seulement un lieu de sélection, de notes, mais aussi de se préoccuper de la manière dont on peut aider ces élèves-là et leur donner l'idée aussi qu'ils peuvent y arriver, que leur place dans la société, elle n'est pas écrite d'avance.
On va avancer sur un autre sujet. On devait parler du travail, mais là, vous venez de parler d'une chambre à soi. Très bon roman, par ailleurs. Mais on va parler logement, maintenant, avec toi, notamment Pierre, parce que tu es spécialiste de la question. Je disais un peu par hasard tout à l'heure, en finalisant la préparation de la rencontre, que, je vais reprendre parce que j'étais assez abasourdi, 3,5% des propriétaires détiennent 50% des locations. J'ai vérifié la source, voilà, en bon journaliste, et c'était tout à fait fiable. Qu'est-ce qu'il en est de ce chiffre? Est-ce qu'il est vrai? Est-ce que vous le confirmez? Donc, je rappelle, 3,5% des Français détiennent 50% des locations. Alors, la formulation précise, c'est en effet 50% des locations du parc privé sont détenues par 3,5% des ménages. C'est évidemment vrai, ça repose sur un certain nombre de données fiscales. C'est un travail que je vous invite à lire, un gros document de travail de l'INSEE, qui est passionnant d'ailleurs sur la façon de détenir du logement en France. Ça interroge aussi sur ce qu'on peut entendre par ailleurs. C'est-à-dire, on a souvent dit en France, non mais en fait, c'est très compliqué, par exemple, de réguler le marché locatif privé parce qu'en face, il n'y a que des petits propriétaires. Et du coup, quand on fait l'encadrement des loyers, quand on fait des nouvelles réglementations, comme c'est des petits propriétaires, c'est-à-dire qu'on entend, ils possèdent un ou deux logements, ils ont beaucoup de mal à accuser le choc réglementaire que représenterait telle ou telle mesure. On a beaucoup entendu ça. Et on a beaucoup entendu ça d'ailleurs des associations de défense des propriétaires, étonnamment, qui ne doivent pas du coup très bien connaître leurs clients, puisque en réalité, en effet, il y a une grosse partie, la majorité du parc de logements mis en location est détenue par une infime minorité de ménages qui seraient du coup potentiellement en capacité d'absorber le choc réglementaire que représenterait l'encadrement des loyers ou l'interdiction de mise en location des passoires énergétiques, sujets qui sont discutés régulièrement par la politique publique. Mais sur ce sujet-là, mis à part cette question-là, qui en fait relève plus presque d'une question d'accumulation du patrimoine que d'une question d'inégalité d'accès vis-à-vis du logement, on est plus dans une logique de... il y a une très grande partie du parc immobilier qui est détenue par une infime minorité de ménages. Et du coup, ça engendre des inégalités de patrimoine qui sont extrêmement importantes. Il faut rappeler quand même que l'immobilier, c'est le principal facteur explicatif des inégalités de patrimoine sur les 20 dernières années. Une fois de plus, c'est l'INSEE qui le dit. On a souvent tendance à penser que c'est l'accumulation d'actifs financiers, d'actions, de ce que vous voulez, qui fait que les riches sont de plus en plus riches et que les pauvres n'en profitent pas. En réalité, non. Ce qui participe à l'augmentation des inégalités de patrimoine aujourd'hui, c'est l'accumulation du patrimoine immobilier et la survalorisation de l'immobilier. Je pense qu'on est dans une ville pour qui ce sujet de l'immobilier et du logement est assez parlant. Mais donc une fois fait, on peut dire ça dans à peu près toutes les grandes villes de France, mais à Bordeaux, souvent, ça marche quand on parle de marché immobilier. Il n'y a pas de réaction dans la salle, donc on n'a que des propriétaires heureux apparemment. Voilà, et bienvenue à vous. Donc je vais être obligé d'ajuster l'intégralité de mon discours au public sur place. Mais une fois qu'on a dit ça, non, il faut s'intéresser quand même sérieusement à la question du logement. Alors c'est assez étonnant, parce que quand on regarde les enquêtes, il y a à peu près 90% des gens qui sont satisfaits de leurs conditions de logement. Donc, de ce point de vue-là, quand moi je regarde les enquêtes, j'ai plutôt tendance à dire je vais essayer de changer de sujet de recherche parce que mon sujet n'intéresse personne. Quand on va un petit peu plus profondément dans l'histoire, on s'aperçoit qu'en réalité, le logement, il est lié à beaucoup de choses et à beaucoup de choses qui ont déjà été mentionnées tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des inégalités d'accès dans l'éducation, on parle de ségrégation dans les collèges, dans les écoles. Certains vont dire, du coup, il faut abolir la carte scolaire et redessiner la carte scolaire pour recréer de la mixité. Mais il faut quand même rappeler aux gens que les inégalités dans les écoles, en réalité, c'est parce qu'il y a de la ségrégation dans les quartiers. Et donc, c'est une question de logement avant d'être une question d'école. Quand on parle de patrimoine, d'accumulation du patrimoine, je l'ai dit, c'est aussi une question de logement. Quand on parle, on en parlera tout à l'heure, des jeunes, c'est une question de logement. Quand on parle de mobilité sur le marché du travail, c'est une question de logement, parce que quand vous êtes propriétaire de votre maison, je ne sais pas où, et que vous devez déménager dans une grande ville, parce que l'emploi se trouve dans les grandes villes, parce qu'il y a eu de la métropolisation, c'est une problématique d'accès au logement. Le matching sur le marché du travail, c'est aussi une problématique d'accès au logement. Donc en réalité, la question du logement, c'est pour ça que j'ai contribué à cet ouvrage dans une
On en parlera après. un petit article sur le logement et sur le fait, voilà, Anne fait super bien la promo Merci, Anne. de l'ouvrage. Mais j'ai contribué sur le thème de il faut remettre le logement au cœur des politiques publiques parce qu'aujourd'hui, le logement, c'est en gros la variable d'ajustement budgétaire de toutes les politiques publiques depuis 20 ans. On fait des économies par-ci par-là sur les APL. Il y a eu les 5 euros. Avant ça, il y a eu on va intégrer je ne sais quoi dans le calcul des APL pour éviter d'augmenter trop les APL. Dans le même temps, on a réduit les aides aux bailleurs sociaux pour qu'ils puissent produire du logement social abordable. Bon, voilà, je ne refais pas l'histoire. Si vous êtes intéressé par cette question-là, on aura l'occasion d'en discuter. Mais globalement, la politique du logement, au sens très large, c'est la variable d'ajustement budgétaire. Or, moi, je pense, et je ne suis pas le seul à le penser, je pense que le logement est au cœur de tout un tas de mécanismes socio-économiques, à la fois d'exclusion et d'inclusion. On a rendu un rapport il y a quelques années sur le coût économique et social du mal logement en montrant quel pouvait être le lien entre logement et santé, entre logement et accès au marché du travail, entre logement et éducation notamment, avec un lien très fort qui est très documenté dans la littérature économique. Par exemple, sur le fait que quand vous êtes un élève qui vit dans un logement surpeuplé, vous avez beaucoup plus de chances que les autres d'être en situation de retard scolaire. Et ce, quelle que soit la situation financière, le diplôme de vos parents, on contrôle de tout ça, on regarde juste l'effet de la suroccupation. Bah oui, quand vous partagez votre chambre avec votre frère ou votre sœur, c'est plus compliqué de faire vos devoirs ou de réviser vos leçons. Et donc, il y a un impact très important du logement sur les inégalités à tous les niveaux, et il faut s'y attaquer. On discutera peut-être à la fin de comment on fait. Mais... Non, allons-y maintenant. Par exemple, sur ce chiffre incroyable des de la surconcentration d'un petit nombre de gens sur le patrimoine, par exemple. Est-ce que les pouvoirs publics ont une solution? Est-ce qu'on peut interdire les gens d'avoir 2-3 appartements, par exemple? Est-ce que on peut aller dans ce sens-là? C'est trop extrême. Il faut forcément passer par là. Enfin, j'en sais rien. Alors, une fois de plus, moi, sur cette concentration du patrimoine immobilier, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, je le dis de façon un peu provocatrice, mais c'est une bonne nouvelle parce qu'une fois de plus, tout ce qu'on nous racontait avant sur c'est que des petits propriétaires, on ne peut rien faire sur le marché locatif privé, c'est faux. C'est des gros propriétaires, la majorité c'est des gros propriétaires, et donc on peut faire des choses. On peut faire l'encadrement des loyers, on peut mettre en place des réglementations en termes de rénovation énergétique des logements, on peut faire tout un tas de choses. Donc de ce point de vue-là, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle sur l'accumulation en effet du patrimoine et du patrimoine immobilier, mais on a déjà un immobilier aujourd'hui qui est plus taxé que le patrimoine financier depuis 2017. Donc on peut dire, comme le disent certains, l'immobilier est un bien productif. Ce qu'il faut, c'est financer l'économie réelle. Et donc, c'est pour ça qu'on garde l'impôt sur la fortune immobilière, mais on supprime l'ISF. C'est pour ça qu'on taxe plus les loyers que les dividendes ou les revenus financiers. On peut aller encore plus loin et surtaxer encore l'immobilier. On peut aussi dire, bah non, en réalité, c'est mieux d'acheter un logement et de le mettre en location. Encore faut-il qu'il soit à loyer abordable, mais c'est mieux de faire ça, ça sert plus l'économie réelle que d'acheter des actions de je ne sais pas quelle entreprise internationale. On pourrait tenir ce discours-là. Bon, dans ce cas, il faudrait peut-être revenir sur un certain nombre de réformes fiscales qui ont eu lieu ces dernières années, mais moi j'ai tendance à penser que le logement est plutôt un bien productif, pas uniquement le logement neuf, mais quand il sert à loger des gens et loger des gens à des loyers abordables, ces gens-là... participe aussi à l'économie. Ok, donc la concentration peut être bénéfique si on prend les mesures comme l'encadrement des loyers, dont tu parlais beaucoup. Le problème, ce n'est pas la concentration, le problème, c'est l'accès au logement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation, que les gens ont une difficulté de plus en plus importante à accéder au logement, qu'en face, on a un parc social qui clairement ne suffit pas, malgré des productions, enfin une production neuve qui reste soutenue. Il faut rappeler quand même, il y a 2 millions de ménages en France qui attendent un logement social. 2 millions. C'est quand même pas rien. Alors bon, on peut dire il y a trop d'éligibles, on va réduire le nombre de ménages éligibles et on va comme ça réduire la demande. Mais il y a un vrai problème, il y a un vrai problème de mobilité, c'est-à-dire que les gens ne bougent plus, ne changent plus de logement, qu'ils soient dans le parc privé ou dans le parc social. Voilà, il y a un vrai problème. Le marché du logement, il est un peu figé. Et pendant ce temps-là, les prix augmentent sur le privé ou sur l'accession avec des gens. Une fois de plus, peut-être que certains dans la salle connaissent ça, mais juste n'ont plus les moyens de se loger. Donc il n'y a pas 3000 solutions. On ne va pas interdire aux gens d'acheter. On ne va pas leur dire bah non, c'est pas pour vous, c'est pour vous. Donc il faut réguler. On peut réguler les loyers, on peut augmenter un peu la taxe sur les résidences secondaires ou sur les logements vacants. On peut essayer de réfléchir à un nouveau mode de taxation du patrimoine.
Alors quand on dit ça, on n'est pas élu président de la République. Hein, quand on s'attaque aux successions ou au patrimoine, s'il y a des candidats dans la salle, je vous déconseille de porter ces idées-là, qui ne sont pas hyper populaires. Bizarrement, dans un monde où il y a 60% de propriétaires en France, quand on veut taxer les propriétaires, ils ne sont pas contents. Bon. Mais en tout cas, il y a cette question quand même. On peut se poser la question de savoir quand vous construisez une ligne de TGV qui est payée par l'impôt de tous, est-ce que ça doit être capté ne serait-ce qu'en partie par une poignée de propriétaires qui voient leurs biens immobiliers fortement revalorisés parce qu'on a une demande sur le territoire, et je ne citerai aucun territoire, on a une demande sur le territoire qui augmente. Entre Bordeaux et Toulouse, par exemple. Cet exemple vaut pour tout, mais cette question de l'enrichissement sans cause, ce qu'on appelle l'enrichissement sans cause dans la littérature économique, et plus globalement de la place de l'investissement public dans la valorisation des prix immobiliers, c'est une vraie question. C'est-à-dire à Paris, les prix ont été multipliés par 3 en l'espace de 20 ans. Moi, je veux bien que ce soit grâce aux propriétaires qui ont très bien entretenu leur logement. C'est aussi potentiellement grâce au fait qu'il y a des entreprises qui se sont installées, il y a des métros qui ont été construits, il y a tout ça, des choses qui sont au final assez déconnectées du propriétaire en lui-même. Pourtant, c'est lui qui va capter la plus-value. Et comme c'est sur sa résidence principale, en plus, il ne sera pas imposé dessus. Donc peut-être essayer de se questionner là-dessus. Et ça permettrait de s'attaquer à la fois à la question de l'accès au logement, mais aussi aux inégalités de patrimoine qui, elles, explosent. Hop, ouais, je prends la parole. Anne, sur ce sujet du logement. Allez pas me lancer sur le sujet aussi. Oui, non, mais pardon. Bon, je ne sais pas si je vais peut-être essayer d'ajouter 2-3 points, mais on a quand même un des plus grands spécialistes sans doute en France. Donc, Pardon, même moi je ne l'ai pas dit. Hein. Je vais être un peu... Elle va me demander quelque chose après. Peut-être pour relier ça, en fait, moi je pourrais faire, ça m'inspire deux remarques, ou peut-être 3. Hein, voilà. Abonder sur la question de la fiscalité, bon, je ne vais pas m'étendre. Voilà. Relier ça à la question de départ sur comment on mesure les inégalités de revenus, et souligner qu'en fait, avec l'augmentation du prix du logement, on a affaire à une des causes de l'enrichissement des plus riches, mais on a aussi un phénomène qui passe un peu sous les radars des indicateurs d'inégalité de revenus, qui est qu'en même temps, pour les jeunes en particulier, l'accès au logement est devenu de plus en plus cher. Et ça, vous m'avez entendu définir tout à l'heure ce que c'est que le revenu. On ne tient pas compte du prix du logement, hein, puisque c'est juste ce qu'on a de disponible. Donc non seulement on ne tient pas compte là des différences d'accès au prix du logement selon l'endroit où on vit, mais on ne voit pas non plus que pour les plus pauvres et pour les plus jeunes en particulier, le prix du logement il a fortement augmenté. Et donc on ne mesure pas une partie, en quelque sorte, de leur appauvrissement au profit des plus âgés, des plus riches et des propriétaires. Donc c'est un phénomène qui est intéressant de rappeler en termes d'inégalité, parce que les inégalités de niveau de vie, elles ne nous disent pas tout. Et l'augmentation du prix du logement, économiquement, c'est aussi une inégalité majeure qui va augmenter les écarts entre les pauvres et les riches, entre les jeunes et les vieux. Et puis, il me semble que j'avais un autre point, mais peut-être que je vais le laisser parce que je crois que je l'ai laissé s'échapper. Ouais, je repousse encore, juste on reparlera de la question du travail, notamment la question de la pénibilité, mais comme il y a 1 million de jeunes qui nous suivent sur TikTok, on était censé parler des jeunes à la toute fin, parce que les jeunes, c'est un peu, malheureusement, ils accumulent un peu toutes les inégalités qu'on est en train de citer. On en a beaucoup entendu parler pendant la crise du Covid. Quand on parle jeunes, inégalités, qu'est-ce qu'il en est, en fait, Anne, peut-être là-dessus? Est-ce qu'ils accumulent effectivement les inégalités de revenus, les inégalités de patrimoine? Tu viens de le décrire un peu. Oui, j'en aurais parlé même si on n'avait pas été sur TikTok. Et puis en plus, je pense que les jeunes, ils peuvent peut-être même s'intéresser à d'autres choses. Voilà, mais en effet, j'en aurais parlé parce qu'on a l'air depuis plusieurs années, hein, déjà avant cette crise qui a fortement touché les jeunes, sur la situation des jeunes et sur l'augmentation, sur l'aggravation de leur situation en termes de pauvreté en particulier. Hein, les jeunes adultes, c'est les plus touchés par la pauvreté. C'est là qu'on a, dans cette tranche d'âge, le plus grand risque d'être pauvre. Et le taux de pauvreté des jeunes, il a augmenté sur les 15 dernières années. Et c'est dans cette tranche d'âge qu'il a aussi le plus augmenté. Et puis j'ajouterais que pour ceux qui ont moins de 25 ans, c'est ceux qui sont le moins bien protégés par la protection sociale en France, puisque il n'y a pas de minimum social avant 25 ans. Le RSA, ça commencerait à 25 ans. Donc, quand on est sans ressources avant 25 ans, on est laissé
à la solidarité familiale quand elle est possible. Et si ce n'est pas le cas, on est laissé dans la plus grande misère. On travaille pendant ses études. Il n'y a pas que des étudiants dans les Oui, bien sûr. jeunes. Donc ça, il ne faut pas le perdre de vue. Ce sont beaucoup de jeunes actifs qui sont, et c'est l'autre point que je voulais amener, on a parlé donc de logement, on a parlé de pauvreté, et puis l'autre point majeur en termes d'inégalité qui touche les jeunes, c'est le travail, l'insertion dans le travail, qui est de plus en plus pour une fraction des jeunes, pas tous les jeunes, et pas forcément en particulier ceux qui ont fait des études, mais plutôt ceux qui n'ont pas été étudiants ou l'ont été trop peu longtemps. Et bien là, la durée d'accès au CDI, ce qu'on constate sur une période un petit peu longue, c'est qu'elle s'allonge. Ça veut dire un temps plus long de alternance entre chômage, contrat hyper court, conditions de travail difficiles, pas de perspective, très difficile quand on a un contrat précaire d'accéder au logement. Ce n'est pas qu'une question de revenus, la précarité du contrat va encore s'ajouter. Et donc les jeunes, c'est eux qui constituent un peu la file d'attente aux portes des entreprises quand il y a des chocs économiques, et pas tous les jeunes, les jeunes les moins diplômés, les jeunes qui sont ouvriers, employés, et qui sont les victimes de beaucoup des inégalités qu'on décrit en effet. Est-ce qu'il y a une évolution là-dessus, le phénomène dont parlait Anne à l'instant, sur la précarisation de ces jeunes? Est-ce que c'est nouveau, ou est-ce qu'au final ça a toujours été comme ça? Les jeunes ont du mal à s'insérer sur le marché du travail, et c'est un peu une fatalité, comme je le disais en introduction. Non, le diagnostic, il est plutôt ancien. C'est-à-dire que l'absence de protection sociale chez les jeunes est une réalité depuis, j'allais dire toujours. La difficulté d'accès au marché du travail, la précarisation du marché du travail, on y reviendra après. Mais Anne, ce qu'elle a dit, c'est vrai dans le sens où, en réalité, les jeunes sont les premières victimes de tout. C'est les premières victimes de l'accroissement des prix sur les marchés immobiliers et de la location, parce que eux, ils arrivent sur le marché. Il faut avoir juste un chiffre en tête. Par exemple, à Paris, entre quelqu'un qui arrive pour louer un logement et quelqu'un qui est déjà en place, depuis plus de 10 ans, il y a à peu près 30% d'écart de loyer entre les deux. Voilà, vous êtes jeune à Paris, vous arrivez, vous vous accusez de fait un loyer au mètre carré qui est 30% plus cher que celui qui est là depuis plus de 10 ans. Quand vous êtes en emploi, c'est assez logique, mais pour un emploi comparable, vous allez payer un peu moins que les gens qui sont plus vieux que vous. Bon, d'accord. Mais par contre, le taux de contrat court qui augmente sur l'ensemble du marché du travail, il est extrêmement majoritaire chez les jeunes. Et quand on parle de petits boulots, on a beaucoup entendu ça pendant la crise. Les jeunes, ils ont perdu leur petit boulot. Mais ce n'est pas leur petit boulot, c'est leur travail qui leur permettait de vivre. C'est pas, on a l'impression, souvent, on parle souvent de petits boulots comme si c'était un truc pour arrondir les fins de mois. Il faut savoir que comme il n'y a pas de protection sociale, les jeunes qui, en effet, n'ont pas forcément une famille qui peut subvenir à leurs besoins, ils ont besoin de travailler. Et on s'aperçoit en plus, on s'en est aperçu pendant la crise, que, et ça peut permettre de faire le lien avec la question du travail, de la pénibilité, de ce qui est un travail essentiel ou pas, mais ces métiers-là, de serveurs, de manutentionnaires, de ce qu'on veut, c'est des métiers qui ont une utilité sociale. C'est-à-dire qu'en plus, c'est pas des petits boulots dans le sens où ce serait du boulot inutile. Mais tout ça pour dire que, quel que soit le champ, on ne parle pas du patrimoine, parce qu'évidemment les jeunes n'en ont pas, donc c'est aussi les premières victimes des inégalités de patrimoine. Il y a une idée. Alors peut-être qu'on gardera des idées pour la fin, mais il y a des gens qui proposent, par exemple, le capital universel, qui serait le jour de vos 18 ans. Non seulement vous êtes éligible à la même protection sociale que si vous en aviez 25, parce qu'on vit dans un monde où c'est quand même compliqué d'expliquer qu'à 24 ans, vous n'avez pas le droit à certaines aides, et à 25, vous avez le droit à certaines aides. Et puis, il y a des gens qui réfléchissent dans cette question de comment on répartit la richesse en France, est-ce qu'il ne faudrait pas allouer à chaque jeune de 18 ans un capital pour qu'il puisse construire sa vie. Alors c'est extrêmement débattu, on dit oui, mais c'est comme le revenu universel, on ne va pas filer un capital à des gens qui ont déjà un capital social très important au travers de leurs parents. Donc c'est un débat qu'on peut avoir. Mais en tout cas, le fait que les jeunes soient les premières victimes, c'est un fait établi. Et les statistiques que donnait Anne tout à l'heure sur le taux de pauvreté, c'est pas sur les étudiants. C'est-à-dire le taux de pauvreté des jeunes actifs augmente. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les jeunes étudiants ne rentrent pas dans les statistiques de la pauvreté. Donc c'est-à-dire qu'il y a un vrai problème de mesure de ce qu'est la précarité
chez les plus jeunes, chez les moins de 25 ans, on n'a pas l'outil statistique pour mesurer ça. Juste rapidement, pourquoi il n'y a pas d'aide sociale pour les jeunes? Pourquoi en dessous de 24 ans, il n'y a pas de RSA, 25 ans, il n'y a pas de RSA? Qu'est-ce qui explique ça? Est-ce qu'il y a une raison historique? J'ai l'impression qu'on a des réponses là. Ouais. Non, l'idée derrière, c'est on considère que jusqu'à 25 ans, les jeunes peuvent être aidés par leurs parents. Et comme on a beaucoup de mal à mesurer le niveau de vie des jeunes, il y a des jeunes dans les enquêtes, par exemple, de l'INSEE notamment, et quand on regarde, ils ont un niveau de vie quasiment à zéro, parce qu'on a du mal à mesurer les transferts intrafamiliaux entre les jeunes d'un côté et leurs parents de l'autre. Et comme on n'est pas capable de mesurer ça, du coup on dit non, vous n'avez pas le droit à l'aide sociale parce qu'on n'est pas capable d'identifier c'est quoi vraiment vos ressources, est-ce que vos parents vous payent le logement, ce genre de choses. Donc il y a les APL quand même, bien sûr. Mais... L'argument c'est ça. Alors il y a les APL en effet, mais du coup les APL, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'on verse des APL aux jeunes, donc on peut bien leur verser le RSA. Pourquoi on pourrait verser les APL et pas le RSA? Surtout qu'on devrait avoir les moyens fiscaux d'identifier les transferts intrafamiliaux. Je pense que c'est possible à faire, mais c'est en débat. Hein. Il y a certains candidats à la présidentielle, parce qu'on débat des inégalités, mais il se passe un truc l'année prochaine. Hein. C'est-à-dire que, bon, voilà. Je vois pas de quoi vous parlez. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ces sujets-là ne sont pas des sujets qu'on discute que à Bordeaux le jeudi soir. Même si c'est très intéressant d'en discuter à Bordeaux le jeudi soir, mais il y a des candidats à la présidentielle qui font un certain nombre de propositions sur les inégalités de destin, les inégalités de niveau de vie, tout ça. Et cette question de l'élargissement de la protection sociale aux jeunes, elle est déjà au cœur de certains programmes de la présidentielle. Donc, il faut espérer qu'elle soit dans les débats et qu'on ait des réponses plus claires, en tout cas de ceux qui ne veulent pas intégrer les jeunes dans le système de protection sociale. On va parler du travail. À l'Observatoire des inégalités, vous avez un chiffre qui m'a interpellé. Vous dites qu'un quart, je vais reprendre mes notes, un quart des Françaises et des Français sont mal employés. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme de mal employé? Un quart, c'est quand même pas rien. Derrière ce terme, en fait, on réunit trois situations. Les personnes qui sont au chômage, celles qui sont dans ce que les statisticiens appellent le halo du chômage. C'est-à-dire que les données du chômage pour l'INSEE répondent à une définition, ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas, je pars sur une voie un petit peu technique, mais ça va aller, une définition hyper stricte du chômage. C'est-à-dire qu'on demande... Vu comme il pleut dehors, les gens vont pas sortir. Allez-y. Définition très stricte, c'est-à-dire que pour être compté comme chômeur, il faut ne pas avoir travaillé du tout dans la semaine qui précède, être disponible et effectuer des recherches effectives d'emploi. Donc ces trois critères sont pris en compte. Si jamais un des trois critères, la personne qui est enquêtée, elle répond non, eh ben, elle n'est pas considérée comme chômeuse, alors qu'elle ne travaille pas et que possiblement elle voudrait travailler. Donc il y a une autre question qui est posée, qui est est-ce que vous voudriez travailler? Et ça, en fait, les personnes qui, soit parce qu'elles sont malades, donc pas disponibles tout de suite, par exemple, ou qu'elles ont un enfant en garde, elles ne peuvent pas travailler dans les 15 jours qui viennent, ou parce qu'elles ont travaillé quelques heures la semaine. Ces personnes-là, on les prend en compte dans notre indicateur de mal-emploi en incluant donc ce qu'on appelle le halo du chômage, c'est-à-dire les personnes qui ne font pas de recherche active aussi. Hein. Ça peut être aussi un effet du découragement quand les conditions d'emploi, les emplois qui sont proposés, par exemple, ils sont trop morcelés, pas compatibles avec la vie de famille, pour des femmes qui élèvent seules leurs enfants, ce type de situation. Tout ça, ça va rentrer dans le halo du chômage, donc on tient à les ajouter. Et puis on ajoute aussi, phénomène dont on parlait à l'instant, hein, la précarité du travail, le fait d'être en CDD ou en intérim, dans une mission courte qui expose beaucoup au risque d'être au chômage et puis qui empêche de prendre des décisions ou d'être considéré comme un locataire ou un emprunteur valable. Donc on additionne ces trois phénomènes-là et ce qu'on obtient en effet c'est un quart de la population active dans laquelle on a rajouté des gens qui ne sont pas comptés comme actifs parce qu'ils sont trop découragés pour chercher du travail dont je parlais à l'instant. Donc, ça veut dire qu'il y a la société, elle est très fracturée par le travail. D'un côté, on a trois quarts de personnes qui sont en CDI
ou fonctionnaires qui ont une sécurité sur le lendemain de leur emploi, même si on peut avoir des inquiétudes à certains moments de sa vie professionnelle. Et puis, un quart de personnes à qui on va demander une grande flexibilité. Parce qu'en fait, chômeurs, précaires, c'est simplement les mêmes personnes qu'on a photographiées à des moments différents de leur année de travail. Donc il ne faut pas croire qu'il y a les chômeurs d'un côté qui ne travaillent jamais et puis les précaires qui seraient tout le temps en emploi précaire. C'est plutôt un passage d'une situation à l'autre. En tout cas, il y a en particulier chez les jeunes les moins diplômés, eh bien, cette attente très forte de travailler, oui, mais pas toute l'année, aux horaires que l'employeur donnera, sur des contrats courts, des contrats à temps partiel. Et c'est ça qu'on appelle le mal-emploi qui s'est développé, a augmenté ces dernières années sous l'effet de l'un ou l'autre de ces phénomènes. Donc une fracture qui se situe beaucoup au niveau du travail et de la sécurité sociale apportée ou pas, ou l'insécurité attendue par les plus stables, d'une part de gens à qui on va demander de la flexibilité. Et puis à qui on va demander aussi en passant d'autres flexibilités, celle des horaires de travail, celle d'un bas salaire, celle de conditions de travail plus pénibles. La flexibilité, c'est cool. C'est cool pour les 3/4. C'est cool pour les jeunes. C'est ce qu'on nous dit depuis quelques temps. Oui, c'est sûr, c'est cool. C'est très cool quand on peut commander une pizza, se la faire livrer, même si c'est la nuit, même si c'est le dimanche. Les stables, ils en profitent, ça c'est clair, ils en bénéficient, on va dire, sans porter forcément un jugement moral sur le fait de se faire livrer une pizza, tel n'est pas mon propos, mais enfin, voilà. Un peu quand même peut-être. et puis la flexibilité, c'est cool aussi pour les jeunes, après tout, ils n'ont pas forcément envie d'un CDI en vrai. Voilà. Bon, peut-être qu'ils ont besoin d'un logement et de pouvoir faire des projets, mais bon, en fait, la flexibilité, ça leur va bien. Moi, je pense qu'il y a une grande hypocrisie à l'égard des jeunes sur ce sujet-là, et qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas de façon choisie dans un emploi précaire ou au chômage. Pierre, là-dessus ? Non, je vais faire court parce que j'ai eu le malheur de regarder l'heure et on va se faire disputer. Mais il y a deux choses. Alors, il y a la question de l'ubérisation, qui est à mon avis un vrai sujet. C'est-à-dire, en effet, on a beaucoup vendu le statut d'auto-entrepreneur, c'est ce qu'il y a de mieux au monde. Vous choisissez vos horaires de travail, tout ça. Alors, en fait, le livreur Uber Eats, il ne choisit pas ses horaires de travail. Il travaille quand il y a des gens qui commandent des pizzas. Et juste, il n'a pas de protection sociale. Donc, c'est une façon de voir ce que c'est le coût du marché du travail. Mais il faut peut-être quand même rétablir un certain nombre de vérités. Et de ce point de vue-là, la crise sanitaire qu'on a traversée a quand même mis en lumière la question de la reconnaissance sociale d'un certain nombre de métiers. On a parlé des travailleurs essentiels, on a parlé beaucoup des travailleurs en deuxième ligne, on a parlé de tout ça. Quand on regarde le revenu moyen des travailleurs essentiels, qu'on jugeait essentiels, quand on regarde le revenu moyen des travailleurs en deuxième ligne, qu'on jugeait en deuxième ligne, et quand on regarde le revenu moyen des gens qui étaient en télétravail chez eux, on voit qu'il y a des inégalités très importantes. Alors je ne dis pas que les gens en télétravail sont inutiles à la société. J'étais moi-même en télétravail, donc je ne vais pas prêcher contre ma paroisse, mais je suis sûrement moins utile à la société que tout un tas de travailleurs essentiels qui, pour certains, parcouraient des kilomètres, alors sans tomber dans la démagogie, mais il suffit de regarder ne serait-ce que qui travaillait. Vous prenez une région comme l'Île-de-France, ceux qui travaillaient étaient en grande couronne, ceux qui continuaient à travailler étaient en grande couronne, et ceux qui étaient en télétravail, voire n'étaient plus chez eux mais ailleurs, étaient plutôt au centre de Paris. Donc ça pose quand même aussi question. On en revient au prix immobilier, mais donc ça a réinterrogé tout ça, ça a mis en lumière les inégalités sur le marché du travail. Il n'y a pas très longtemps, parce que c'était il y a quelques jours, il y a eu cette une de Libération qui montrait l'écart d'espérance de vie entre les ouvriers et les cadres. Alors juste ça. On en parlera peut-être au moment de parler de la santé. Mais parlons-en maintenant justement, mais je veux juste un peu teaser quand même parce que c'est un fait important. Je ne sais pas si toutes et tous êtes au courant de ça. La différence d'espérance de vie entre les plus riches et les plus pauvres. On a l'espérance de vie des Français en général en tête.
un peu moins de 80 ans pour les hommes et un peu plus de 80 ans pour les femmes. C'est 2 ans d'écart, je crois, 2-3 ans d'écart entre les deux. Un peu plus. Un peu plus. Mais la différence d'espérance de vie entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres, effectivement, Libération a sorti une courbe hyper intéressante il y a une semaine ou deux là-dessus, qui a beaucoup fait réagir. Et qu'est-ce qu'on y trouve, Pierre? Pardon, je devais un peu événementialiser ce sujet quand même. Vas-y. Peut-être un peu trop. Non, parce que même moi, je ne connaissais pas, en tout cas, je connaissais pas à ce point-là ce chiffre. Et qui est quand même... Oui, il y a une différence d'espérance de vie démentielle, notamment quand on regarde au passage à la retraite, mais pas que, entre les cadres et les ouvriers. Mais cette inégalité d'espérance de vie, elle est même valable quand on regarde à 35 ans. C'est-à-dire que la différence d'espérance de vie à 35 ans d'un cadre et d'un ouvrier, c'est 7 ans. Donc, c'est-à-dire, juste parce que j'ai du mal à... C'est-à-dire à 35 ans, vous prenez un cadre et un ouvrier à 35 ans, il y en a un qui va vivre 7 ans de plus que l'autre. On le sait, c'est le cadre par rapport à l'ouvrier. Donc c'est évidemment lié à plein de choses. C'est lié à la pénibilité, c'est lié à l'accès aux soins, c'est lié à tout un tas de facteurs, mais ça interroge. C'est-à-dire quand on parle de réforme des retraites, quand on parle de décalage de l'âge légal, quand on parle de tout ça, il faut à un moment interroger ça. Il faut interroger le fait qu'arrivé à la retraite, il y a des différences d'espérance de vie qui sont monstrueuses entre cadres et ouvriers. Donc c'est pareil. Soit on dit on en tient compte et donc on ne propose pas le même âge de départ à la retraite pour l'un ou pour l'autre. Soit on dit on va essayer de s'attaquer aux inégalités sur le marché du travail et donc améliorer les conditions de vie des retraités pour qu'ils puissent partir à la retraite en même temps que les cadres en ayant une espérance de vie qui est la même. Mais on ne peut pas fermer les yeux sur l'existence de ces inégalités-là. J'ai vu des petits signes avec la régie, donc je fais court. Continuons là-dessus. Qu'est-ce que ce serait une réponse à ces différences d'espérance de vie entre une personne qui a subi des pénibilités et quelqu'un qui est resté dans un bureau, en gros, et qui a une... Est-ce que les sciences sociales et l'économie ont une réponse là-dessus? Parce qu'il y aura forcément toujours des disparités entre les métiers. Donc, il ne faut pas il faut pas renoncer à travailler sur la pénibilité. Il faut continuer, il faut investir dans les moyens des entreprises pour éviter la pénibilité, y compris... je sais pas, par exemple, il y a des choses à faire. Je pense par exemple dans le soin, fournir du matériel pour aider à porter les personnes. Ça, c'est un moyen de éviter que les soignants, les soignantes, elles finissent leur vie professionnelle cassée par le poids qu'elles ont porté dans leur vie. Donc d'abord, il faut s'attaquer aux questions de sécurité et de pénibilité dans le travail. Et puis ensuite, votre question, c'était qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on les a constatés, ces écarts. Rapidement, ouais. Là, du coup, je pense aussi qu'il faut travailler sur les parcours professionnels et tenir compte de ces pénibilités dans les parcours et dans l'âge de départ à la retraite, évidemment, pour le compenser. Et après, peut-être juste un point, il y a des choses qui sont, parce qu'on ne va pas être totalement dans le négatif, il y a des choses qui ont été faites. Le compte pénibilité, par exemple, c'est quelque chose qui existe. Donc on accumule des droits supplémentaires à la retraite quand on est dans un travail pénible, bien qu'on puisse critiquer la hiérarchisation des différentes pénibilités. Bon, il peut y avoir débat, mais c'est un vrai sujet. Et puis il faut aussi se méfier un tout petit peu. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à dire on va régler le problème de la pénibilité parce qu'en fait, on va automatiser tous les métiers qui ne sont pas qualifiés. On va remplacer les gens par des robots, il n'y aura plus de pénibilité, on aura réglé le problème. Alors, on aura en partie réglé le problème, mais l'espérance de vie des gens qui sont au chômage n'est pas très, très éloignée de l'espérance de vie des ouvriers non plus. Donc, il faut se méfier. Merci beaucoup. On va passer aux questions, mais on peut déjà les applaudir. Merci beaucoup.